bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Renance TV pour ce live en compagnie de Jocelyn Huet, intitulé Un autre regard sur soi, s'ouvrir à de nouvelles potentialités. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Amélie, bonsoir tout le monde. Alors, super votre générique, hein, Rayonnance TV. Vraiment, ça rayonne de plus en plus, quoi. Moi, je suis fan total. Bravo. Donc, bonsoir et merci pour l'invitation, Amélie. Vraiment, ça me touche beaucoup et je suis ravi d'être là, quoi. Merci à toi, Jocelyn, d'avoir accepté mon invitation et Avec de joie. t'exprimer ce soir sur ce thème. Je pense qu'il y a de multiples tiroirs, vous allez voir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, comme d'habitude. Alors, Jocelyn, tu es animateur de la chaîne YouTube Énergie Positive, sur laquelle tu m'as invité également pour parler de mon livre. Donc, je te remercie encore Exactement. une nouvelle fois par le biais de ce live. Et on peut dire que tu es inventeur de la méthode de la kinésiologie intégrative? Oui, on peut dire que c'est quelque chose que je développe parce que c'est en croissance constante, mais ça se base sur les fondamentaux de la kinésiologie, mais c'est juste que ça prend une direction, on va dire, plus profonde. Mais peut-être que je développerai ça Oui, lorsque tu me poseras la question spécifique. on aura le temps d'en parler ce soir. Tu es également l'auteur de ce livre, Un autre regard sur soi, donc paru aux éditions Guy Trédaniel, qui est tout récemment sorti. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, donc c'est ton petit bébé, hein? Exactement. Il est beau, C'est hein? mon petit bébé et écoute, je suis très heureux de cette aventure parce que dans ce livre, j'ai abordé vraiment tous les thèmes qui me plaisent. Et finalement, ça a coulé finalement assez rapidement, quoi. J'ai eu une période de 6 mois pour l'écrire, et je l'ai écrit en 3 mois, parce que quand j'ai voulu commencer à l'écrire, il s'est passé des trucs dans ma vie qui ont fait que ça montrait bien que j'étais en train de tourner une page. C'est un peu perso, mais donc le début a été vraiment tout feu tout flamme, si je peux me permettre l'expression. Tout à fait. Bah, écoute, comme le visuel de ta couverture, j'ai envie de dire, alors, on dit qu'il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre, c'est vrai, mais j'avoue que quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé juste canon. Déjà, j'adore la couverture. On va parler du contenu, hein, on ne va pas se fier qu'au visuel. Tu nous proposes finalement de t'accompagner en voyage initiatique réel, puisque tu as vraiment voyagé aux 4 coins du monde, mais aussi spirituel. Alors, c'est le fruit de 20 ans d'expérience, si je ne me trompe pas. Ouais, oui, c'est le fruit de toute une vie, hein. Enfin, je pense que c'est le fruit de toute une vie. Mais la première expérience que je relate dans le livre, oui, oui, il y a une vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus, Ouais. sachant que j'ai 26 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, on a le même âge. Ah, ben Ah, voilà. bah, voilà, c'est chouette. C'était il y a un peu plus de 20 ans, ouais. Ouais. D'accord. Alors oui, il y a ton expérience, ton travail aussi, puisque tu n'es pas qu'observateur, tu es aussi, tu travailles aussi dans ce domaine-là à travers la kinésiologie intégrative. C'est ton expérience sur beaucoup de questions. Je trouve que c'est hyper exhaustif. Le fruit de tes recherches et puis vraiment cette envie, je dirais, de porter le regard des gens sur une autre forme de réalité qu'ils auraient peut-être pas appréhendée autrement. Et c'est vraiment ce qui ressort le plus dans ton livre, c'est vraiment cette envie de vouloir faire voir le monde aux gens d'une autre manière pour les aider à activer leur levier de bien-être et de bien vivre. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah bah, écoute, j'adore la formulation. Et comme, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Un autre regard sur soi. Parce que l'idée, c'est que moi, la notion d'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui me parle énormément depuis que je suis petit. Je crois que quand j'étais enfant, j'avais l'impression d'être de vivre dans un monde. Donc, c'était la société, ma première société, la famille et puis l'école, qui était un peu dissonant. J'avais l'impression de jamais être vu pour qui j'étais, tu vois. Mmh. Et que la question que je posais, on répondait pas forcément à ma question. Donc, je me disais, mais à quoi ça répond, quoi? Exactement. Et donc, il y a forcément, quelque part, des filtres sur une forme de réalité source qui sont posés. Et c'est un petit peu ce que j'aborde dans le livre, justement, les conditionnements, tout ce qui influence notre regard et notre perception de la réalité. Donc, l'idée, c'est de connaître un peu ces processus pour que ce soit plus facile de les déconstruire pour accéder à notre regard à nous, quoi. Mmh. Un regard dénué du regard des autres, de l'extérieur. Et tu le mets d'ailleurs en préambule. Tu dis cet ouvrage est dédié à celles et ceux qui désirent s'engager avec et envers eux-mêmes. On a la responsabilité du cours de notre vie
de ce qui fait notre chemin de vie, comme on l'appelle communément? Je pense que oui. Alors, le truc qu'il y a, c'est que potentiellement, qu'on ne peut pas forcément avoir, enfin, changer tous les critères du décor, tu vois. Ouais. Mais je pense que la responsabilité, on en a de plus en plus. On en a de plus en plus parce que, selon moi, on a de plus en plus de libre arbitre. En fait, je ne sais pas si, je pense que vous serez tous d'accord que les choses qu'on vit, tu vois, Amélie, toi, durant toute ta vie, on a certainement fait péter plein de blocages ou comment dire, on n'aborde pas la vie du tout pareil que nos parents. Moi, Bien je sûr. vois par rapport à mes parents, c'est complètement différent. Et on pourrait pointer l'extérieur en montrant en fait l'arrivée d'Internet. Tu vois, Internet, ça montre ce qui se passe partout sur la planète. Et c'est un petit peu comme si c'était révélateur de la façon dont notre conscience pouvait prendre conscience de plus en plus de rouages inconscients qui coloraient notre perception de la réalité. Donc pour moi, les notions de connaissance de soi, elles sont fondamentales, et plus on apprend comment on fonctionne, plus on apprend comment un système fonctionne, plus on se positionne justement dans cet espace de responsabilité et de poser un choix. Est-ce que je continue à valider ce mode de fonctionnement ou est-ce que j'opte pour une nouvelle direction, quoi? Mmh. Alors quand tu dis qu'on a de plus en plus de libre arbitre, c'est lié à notre époque? C'est lié à quoi, selon toi? Alors selon moi, c'est lié à notre époque. Alors pourquoi c'est lié à cette époque? Ça, je ne pourrais pas le dire, mais je peux juste regarder l'extérieur, parce que pour moi, l'extérieur, c'est le reflet de notre inconscient. Et Mmh. en fait, on est bien au courant que Gaïa, alors il y a plein de gens qui parlent en fait de cette forme d'ascension, voire de transition, hein. Anne Givaudan, elle parle de terre et terra. Il y en a qui, Sylvain Didlot, pour prendre les personnes qui sont un petit peu connues, parle de terre 2, etc., etc. Ouais, puis il y Donc a eu on voit, tout le truc autour du nouveau monde aussi qui devait émerger très bientôt. Mmh. exactement. Donc on voit bien on est en train de franchir des caps. La fréquence de la Terre, quand on la mesure, on voit bien qu'elle franchit des pics. Donc, vu qu'on est tous des vibrations, eh ben, en fait, on est au diapason de la planète qui, elle, est en train d'évoluer. Donc, peut-être que d'un point de vue, je ne sais pas, astrophysique, on peut voir que l'univers se déplace, vu qu'il est toujours en expansion, il est en train de se déplacer dans un espace où potentiellement que les fréquences sont plus grandes, et donc ça joue sur nous. Et moi, je suis du coup convaincu, effectivement, qu'on a de plus en plus de discernement sur notre mode de fonctionnement, sur l'univers. Alors, prenons la physique quantique, hein, par exemple. C'est quand même incroyable, la physique quantique. Depuis un siècle, avec les débuts de Max Planck et puis tous ceux qui se sont greffés dessus, c'est incroyable le regard sur la réalité, comment elle a changé. Et donc, si on prend l'un des trois principes fondamentaux de la médecine, de la mécanique quantique, on voit que l'observateur influence sur ce qui est observé. Donc, tu vois, c'est un mécanisme qu'on peut voir, et du coup, ça nous amène à chaque fois de plus en plus à comprendre pourquoi la réalité que l'on vit, elle est telle que l'on vit. Qu'est-ce qui, en moi, est acteur là-dedans? Et en Mmh. fait, on voit qu'il y a plein d'outils, justement, pour nous aider à comprendre le principe de psychologie, Oui. le miroir, enfin, Carl Jung, entre autres, parce qu'il y en a plein, en fait, des grands pontes, des pères qui vraiment ont ouvert des portes sur la connaissance de soi, de comment on fonctionne, et du coup, nous aider à comprendre que dans notre réalité, finalement, on est acteur et que dans tout ce grand théâtre, il y a une forme de logique, il y a du sens. Et, et, et je crois que ce qui est le plus important, et ça c'est ma conviction profonde, mais vraiment clairement, c'est qu'on peut changer les choses. Tu vois, si on vit une réalité qui ne nous convient pas, c'est clair qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que cette réalité, elle change. Alors, c'est-à-dire qu'on va pas transformer les arbres, tu vois, avec un tronc qui soit rose et puis des feuilles qui deviennent des plumes. C'est pas dans la forme, c'est plutôt dans le fond. Comment, en fait, je vais pouvoir faire en sorte que je vais attirer à moi des personnes qui vont nourrir mes valeurs et avec qui je vais être au diapason d'une certaine manière. Donc, Mmh. il y a plein d'outils quand on n'y arrive pas par soi-même, tu vois, qui sont mis à disposition depuis maintenant plusieurs décennies, hein, tu vois, l'hypnose, la kinésiologie, parce que ça date d'il y a un moment. Il y a vraiment plein de pratiques. Donc, aujourd'hui, on voit qu'on peut changer les choses, on voit comment ça fonctionne. On se dit, OK, ça fonctionne comme ça, je suis acteur, ça me plaît pas, je peux changer. J'essaye par moi-même, j'y arrive pas. Ben, regarde à l'extérieur, tu vas voir qu'il y a plein de façons d'être aidé pour faire un peu sauter ces blocages,
pour avancer dans une vie qui a toujours du sens et de plus en plus, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, vivre une vie qui a du sens, pas Ouais. subir des mécanismes. Bah, on sent que c'est profond chez toi. Ça a été une vraie recherche. Et l'écriture de ce livre, moi, j'ai le sentiment qu'elle a été motivée aussi par le fait d'aider les personnes à ne pas tâtonner dans le noir, qu'ils évitent les écueils par lesquels tu es toi-même passé. Mais oui, c'est ça. Alors, j'aime beaucoup ta sensibilité, hein, vraiment, Amélie, chapeau. Mais oui, c'est ça. En fait, je pense que vraiment la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est super important. Mm. Et dans ce livre, j'avais envie de pointer, donc c'est un premier livre, hein, qui parle de quelque chose qui est peut-être un petit peu très matériel et concret, mais c'est vraiment, c'était le but. Parce que je voulais mettre l'accent sur des mécanismes qui relèvent un peu de notre cerveau biologique ou d'une approche un peu archaïque. C'est-à-dire je pense qu'il faut bien comprendre on est des humains. Notre cerveau a évolué, d'accord, mais quand même son principe fondamental, c'est un mode de fonctionnement, on va dire, archaïque. C'est-à-dire qu'on est basé sur la survie. Donc, on va dire que notre cerveau prend toujours en référentiel ce qui va le maintenir dans son intégrité. Et parfois, quand on a envie de changer les choses dans notre vie, ça va chercher des espaces dans notre structure qui sont profonds. Et bouger ces espaces-là, quand juste derrière, il y a attention, j'ai peur de mourir, donc c'est pas le mental, hein, c'est au-delà du mental, c'est structurel, ben, c'est pas toujours évident. Donc Ouais. j'avais envie de déculpabiliser en mettant ça en avant, parce que des fois on pourrait se dire, ok, alors je m'intéresse au développement personnel, j'ai lu plein de livres, j'ai une Ouais. bibliothèque qui fait une pièce entière, j'ai vu les plus grands noms. Tu vois, je médite, je fais du yoga, je mange, je sais pas, des graines germées. Enfin, je fais tout comme on m'a dit et ça ne bouge pas. Mm. Ben, en fait, il faut bien comprendre que si le cerveau, on va dire, il est sous stress, si pour lui changer, prendre une autre direction, sortir la zone de confort, ça le met dans la possibilité de ressentir une atteinte à l'intégrité, donc la peur de mourir, eh ben, les choses ne vont pas bouger, quoi. Malgré que vous soyez dans le mindset, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, on a cette grille de lecture, et comme la vie est bien faite, il n'y a pas de solution sans problème, il n'y a pas de problème sans solution, il n'y a pas de difficulté sans solution. Eh bien, il y a tous ces outils thérapeutiques qui sont là pour nous aider à déverrouiller ces espaces, tu vois. Donc ça aussi, ça vient encore une fois, je dirais, corroborer l'idée qu'on est vraiment prêt à continuer à évoluer, à passer sur Terre 2 ou Terra, etc., etc. Parce que si on n'y arrive pas par nous-mêmes, il y a plein d'aides. Et ça, je crois que c'est super important, parce qu'il y a des gens qui peuvent se décourager, se culpabiliser, ou alors rentrer dans une forme de frustration, ou éventuellement dans une colère, à dire, bon, mais tous ces gens qui parlent, en fait, c'est pas vrai, c'est du flan, etc. Et je peux l'entendre et la comprendre, cette colère, mais je voudrais juste l'apaiser et aider à poser des mots pour juste finalement avoir un regard sur soi qui soit un peu différent. Ok, Oui, il qu'il y a des soit mécanismes humanisé sur lesquels... ouais. et que ça reste humain. Parce que ça, c'est quelque chose Ça- qui, comment te dire, je cherche le mot du coup, mais c'est primordial dans ton livre en fait. C'est vraiment, vous n'êtes qu'un être humain. C'est pas dit, mais c'est dit en même temps. Arrêtez de culpabiliser. Il y a même cet instant où tu parles des blessures de l'âme. Où tu prends pour exemple cette maman qui quitte la maison et qui est bien pressée par son travail. Et je veux dire, ouais. ça c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui, qui n'a pas le temps de faire le dernier bisou à son enfant, mais qui n'est pas dénuée d'amour pour autant, bien au contraire, et qui lui dit, écoute, ce soir, je te fais un gros câlin pour compenser, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Et le fait que même si on est des parents qui faisons du mieux qu'on peut, même si on donne énormément d'amour à notre enfant, même si on donne ce qu'on n'a pas forcément reçu, et ben on fera forcément quelque chose qui l'impactera, plutôt que de dire quelque chose de mal, parce que ça serait pas bon de mettre ça là, mais quelque chose qui pourra l'impacter et déclencher une blessure. Et tu nous expliques qu'au fond, on peut pas empêcher ça. C'est-à-dire que les blessures font partie de notre chemin de vie, et ça peut être lié à des épisodes de vie qui sont plus ou moins importants, mais pas forcément à des gros traumatismes. Je trouve que ça permet de relâcher une certaine pression qu'on peut se mettre, justement, comme tu le dis, quand on est ouvert à la spiritualité, quand on lit des ouvrages dessus, quand on se donne une espèce de ligne de conduite à laquelle on est forcément obligé de déroger puisqu'on reste des êtres humains. Ben oui, absolument. Absolument, c'est très bien dit. Je pense que c'est important de comprendre que, enfin, surtout pour les parents, parce que
En fait, au cabinet, moi, j'en reçois quand même beaucoup des parents qui se disent, «J'ai vraiment pas absolument pas envie, que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu» et donc ils font du mieux que leur peu qu'ils peuvent et parfois, ils regardent leur enfant et puis ils estiment que, potentiellement dans son comportement, en fait, c'est de leur faute à eux, les parents. Et en fait, il y a pas d'histoire de c'est de la faute de quelqu'un ou pas. Je pense que, tout à fait honnêtement, on fait toujours de notre mieux et de toute façon, il y a des facteurs qui sont décidés à un plan, on va dire, qui dépasse un peu notre entendement, hein, tu vois? Parce que, en fait, si je parle des blessures d'âme, alors l'exemple que tu as pris, on pourrait juste dire que ça peut réveiller la blessure d'abandon, Ouais. parce que ça fait partie de ma grille de lecture. Donc ça reprend les blessures d'âme, parce que je trouvais que Lise Bourbeau, elle avait fait un travail juste colossal en nous proposant cette lecture des 5 blessures d'âme, parce que je trouve que c'est génial de nous permettre de comprendre ça. Mais je veux dire, au-delà de la personnalité, au niveau de l'âme, enfin, on voit bien qu'il y a des espaces où il y a des choses qui ont été décidées, quoi. Donc si on s'est incarné en cette vie, potentiellement pour vivre certains dossiers, pour les mettre à jour, pour dépasser peut-être certains espaces, eh bien, on est toujours dans la meilleure famille. On l'a choisi. On a choisi notre père, notre mère. On a choisi le moment, on a choisi la société, la culture, etc., etc. Justement pour optimiser le terrain dans lequel on va avancer sur le challenge qu'on s'est fixé, quoi. Donc oui, il y a besoin de sortir de la culpabilité ou de la peur de toujours mal faire, parce que c'est la peur, le doute, c'est un peu des poisons, quoi, quand même. Alors, tu as cité 2 fois la peur de mourir comme la peur, primaire de l'être humain qui l'empêche d'opérer des changements dans sa vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que, ouais, ça m'interroge, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres peurs qui peuvent se cacher Ah oui. derrière ouais, un blocage à initier, des choses, pour prendre un nouveau virage, que je trouve ça dingue que ce soit la peur de mourir qui soit la principale peur qui bloque ces changements-là. Ben oui, donc comme je le disais, notre système de fonctionnement est basé sur un système de survie, le cerveau reptilien, archaïque, on va dire. Donc c'est simple, c'est un processus qui arrive très jeune. Euh, En fait, au moment où on commence à construire notre personnalité, parce que c'est ça, une personnalité, c'est un peu comme une boule à facettes. Il y a plein de miroirs. Donc une personnalité, c'est quelque chose de complexe. Tu vois, on a un enfant intérieur, un enfant blessé, un enfant magique, on a un patriarche, tu vois, on peut avoir une matriarche, on peut avoir un saboteur, on peut avoir... voilà, le mental aussi, c'est considéré comme une énergie, on peut avoir l'émotionnel, l'aventurier, le rebelle, il y a vraiment plein de facettes qui constituent notre personnalité, sauf qu'il n'y en a que quelques-unes qui sont validées. Et donc, c'est là où je reviens au début de la construction de la personnalité, c'est-à-dire que quand on est enfant, quand on est complètement vulnérable. On n'est absolument pas autonome, on est complètement dépendant du père et de la mère. Donc, vu qu'on n'a pas encore une cognition, c'est forcément notre cerveau archaïque qui fonctionne. Donc, on arrive quand même avec ce que j'appelle une naissance psychique, c'est-à-dire certains élans. C'est comme si on arrivait avec un semblant de personnalité. On n'est pas une feuille blanche complètement. Et donc, quand on arrive dans notre famille et qu'on a tel ou tel comportement, eh bien, le père ou la mère va éventuellement pointer du doigt et nous dire, et nous, on va se dire, OK, quand j'ai ce comportement-là, en fait, c'est absolument pas validé par l'extérieur. Donc, je fais une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, le cerveau, il va dire, OK, ça, c'est clairement une mauvaise option. Pourquoi? Parce que je suis absolument pas autonome. Je ne peux pas me nourrir tout seul, je ne peux pas me déplacer. J'ai besoin des bras de mon père et de ma mère. Donc, si jamais il me rejetait, je ne pourrais pas me nourrir, je ne pourrais pas me déplacer. Donc, qu'est-ce qui vient? Je meurs. Tu vois? Donc, le premier Mmh. souci quand on arrive où que ce soit, Ah, c'est c'est la peur primaire, de l'être humain exactement, archaïque un petit peu, en fait. absolument. D'accord. C'est une peur archaïque. Et puis, par-dessus, C'est pas une peur de l'être humain évolué, ça? ah non, c'est vraiment un C'est système tout animal. à fait. Ouais. Ah oui, oui, absolument. C'est Mmh. vraiment un système, le système de base. Donc voilà, la peur de mourir, c'est quelque chose d'instinctif. Donc tu vois, on D'accord. peut, je sais pas, méditer, réfléchir, lire des livres, on peut la comprendre, Mmh mh. mais pour la dépasser,
c'est pas aussi simple que ça, quoi. Tu vois, mets-toi au bord d'une falaise, par exemple. Ça, c'est un exemple classique. Puis dis-toi, OK, je saute, j'en ai marre. Ben, tu vas voir qu'il y a une force qui te retient, mais c'est justement ce système archaïque, tu vois. Donc, l'inconvénient, c'est qu'en fait, on a transposé ce système-là dans plein de contextes. Tu vois, il y a des personnes qui ont des peurs viscérales, en fait, quand ils sont en entretien d'embauche, par exemple. Oui. Tu vois, c'est comme si elles jouaient leur vie, quoi. Elles ont des sueurs, elles trouvent plus leurs mots, elles dorment plus pendant plusieurs jours avant. Tu vois, il y a vraiment un système d'alerte. Donc, cette peur-là, elle a tendance à s'être un peu transposée dans plein de secteurs. Tout à fait. Mais pour moi, c'est vraiment la peur fondamentale, quoi. Alors, une fois que tu as fait tout ce travail de libération, en tout cas que tu as commencé à voir voilà, les pans de ta vie qui sont impactés par ça et à vraiment agir dans la matière, est-ce qu'il n'y a pas un effet boomerang dans le sens où vivre librement a peut-être aussi le prix de certaines pertes, de certaines choses que tu laisses sur le bas-côté de la route pour justement pouvoir accéder à ton toi véritable? Est-ce que ça peut pas, si c'est le cas, amener une forme de détresse ou de peur qui vient s'imprimer, tu vois, encore plus fort que la peur qui était précédente? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, Jocelyn. Oui, si, je pense que je comprends. Ben, alors, si on tire le fil, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à sortir de notre zone de confort, en fait? Tu vois, Simplement, c'est ça. on va dire que tout au bout, c'est la peur de mourir. Mais en fait, ce sont plein de conditionnements qui sont mis en place. Donc, alors, je reviens juste sur l'histoire d'avant. La famille dans laquelle on a évolué, on a développé des comportements d'adaptation, justement, pour faire en sorte de ressentir le moins possible cette possibilité d'être abandonné par notre environnement direct. Et donc, cette personnalité qui se base un peu sur des formes de contraintes, en quelque part, ben, quand on est adulte, ça passe à une autre échelle, c'est-à-dire que c'est plus la société de la famille, c'est la société, le couple, le travail, etc., etc. Et en fait, ce sont un peu les mêmes enjeux qui sont derrière, quoi. Donc, c'est à peu près les mêmes peurs qu'il y a qui font qu'on a peur de changer de travail, on a peur de s'engager envers soi, on a peur d'écouter ses intuitions, on a peur d'avancer dans une direction qui pourtant pourrait sembler avoir vraiment du sens, quoi. C'est juste le théâtre qui a changé. On n'est plus dans la famille, on est dans la société. Donc quand une personne vient et qu'elle pointe du doigt que finalement elle ressent des blocages à aller vers quelque chose, et qu'on fait une séance de kinésiologie intégrative, ça va toujours nous amener dans la systémie initiale dans laquelle les premiers conditionnements se sont mis en place, quoi. Donc, effectivement, faire un pas hors de la zone de confort, ça peut être tout à fait effrayant, c'est clair, parce que on peut avoir l'impression... Alors, si on veut faire quelque chose qui nous permettrait de gagner plus d'argent, il y a tellement de choses qui entrent en compte. Est-ce que déjà je suis en mesure de vraiment reconnaître ma valeur? Est-ce que je suis en mesure de me faire pleinement confiance? Est-ce que je suis en mesure, si je fais ce pas pour gagner plus d'argent, finalement de faire quelque chose que ma famille n'a pas réussi à faire? Comment mes amis vont pointer ce nouveau comportement, ce nouvel élan? Tu vois, il y a tellement de facteurs qui jouent. Donc effectivement, sortir de sa zone de confort, il y a des personnes pour qui c'est un challenge qu'ils aiment relever, parce que c'est le principe d'une personnalité, hein. Tu sais, des fois, quand on a été bridé dans l'enfance, eh ben, soit on devient une personne qui n'ose pas, soit on devient une personne qui dit « Ok, alors tu m'empêches, je vais dépenser 4 fois plus d'énergie pour y aller. » quoi. Ah ouais, ça dépend. Ouais. C'est soit l'un, soit l'autre en général. Les patrons d'entreprise aiment bien utiliser ces mécanismes-là. Mais est-ce que ce qui nous bloque pas, c'est le regard de l'autre, la peur du rejet? C'est là où je te disais que on peut aussi peut-être y perdre dans un sens, en tout cas d'un point de vue très humain, sans parler de la finalité de la chose, hein, mais ça demande quand même un certain courage de s'accrocher. Toi-même, à un moment, tu as voulu changer de voie et devenir moniteur de plongée, me semble-t-il. C'est ce que tu expliques dans ton livre. Ouais. Et ce qui était très important pour toi à ce moment-là, le seul truc qui te bloquait, c'était la validation de ton entourage et de ta famille. Ouais, alors non, ça ne me bloquait pas, parce que la décision, je l'avais prise. Parce qu'il Ok. y avait eu une évidence. D'accord. Ok. Il y avait eu une évidence. Mais alors, moi, c'est vrai que en fait, les barrières, j'ai fait en sorte de les dépasser. Alors, clairement, c'est pas évident, hein, mais je sais qu'enfant, moi, j'étais le quatrième enfant, le quatrième et dernier enfant d'une famille. J'avais beaucoup d'écart avec les grands, on va dire.
Et donc, bon, c'est comme si les 3 premiers avaient usé un petit peu tous les stratagèmes, et donc mes parents, ils se faisaient plus avoir, quoi. Donc pour D'accord. moi, pour trouver des stratégies pour vraiment aller où je voulais, c'était pas évident. Ce qui fait que j'ai Pas été quand cool. même, enfin, Ouais. je trouve, finalement Mmh. assez restreint. Donc Mmh. c'est en grandissant que j'ai voulu faire péter ces blocages. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai cet atout de... En fait, c'est-à-dire que si je vis quelque chose qui pour moi n'a plus de sens, je trouve ça aberrant de continuer là-dedans et de passer ma journée à dire: «Ah mais j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas». Tu vois? Ça, c'est mon caractère, hein. Ça, c'est Donc ta je me structure de base, c'est pas quelque chose que tu as développé? Tu étais déjà comme ça quand tu étais enfant? Ouais, il y avait déjà ça, ça a continué à grandir, mais je crois que ça fait effectivement partie de moi, ouais. Donc pour moi, pointer du doigt un quotidien qui ne me convient pas sans chercher à le changer et toujours en ruminant, je vois pas, ça va finir par me rendre totalement aigri et je perds goût à la vie. Donc j'ai accepté de prendre des virages, et celui-ci, de cette, étape dont tu parles, c'était pas des moindres, mais là, j'ai été accompagné par une forme d'évidence du oui, quoi. Tu vois? Quand j'ai vécu ça, il y a putain, ça a été tellement, waouh! Que je me suis dit: «Bah oui, je le fais, quoi», et puis j'étais comme accompagné et porté. Mais c'est sûr, quand je suis rentré, je me suis dit: «Attends, ils vont en fait, ma famille, mes copains, qu'est-ce qu'ils vont dire de cette expérience, quoi?» Mais quoi qu'ils auraient dit, je l'aurais fait. Mais c'est vrai que je l'aurais fait en portant quand même une forme de peut-être enfin, avec des pensées pas Mmh. forcément, légères, en me disant: «Bon, beh, ça a pas vraiment été validé par les autres», et heureusement, ça l'a été. Mais par contre, il faut pas nier que j'étais porté par cette évidence du oui, quoi. Ça a Ouais. été vraiment un waouh, et pour moi, et ça avait du sens, mais ça avait un sens parce qu'il y avait cette évidence du oui. Si tu veux, c'est après l'expérience que j'ai compris là où la vie voulait m'amener, et Oui. je crois qu'elle est importante, Parce que cette ça s'est pas évidence du arrêté là. oui. Parce que ça s'est pas arrêté là. C'était pas tu es moniteur de plongée et puis voilà, Non, c'est un peu, la et c «finalité» entre guillemets, de tes activités donc c'est une étape et parfois on a des fortes validations quand on a des étapes de vie importantes comme ça à traverser, sans forcément que ce soit une fatalité. Parce que je te pose cette question-là, souvent dans le chat, j'ai une demande récurrente qui revient, c'est: «Quel est mon chemin de vie?» Quel métier dois-je exercer? Vers quelle voie dois-je me diriger? Est-ce que je dois quitter tel boulot pour aller vers un autre? En cherchant la chose qui sera accompagnatrice jusqu'au bout, tu vois, quelque part. Alors ça, moi, c'est le genre de question qui m'est souvent posée. Alors, tu bien, parce que, en fait, je pense qu'on vit une période, dans laquelle on est en perte de repères totale. Tu vois? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Les choses qu'on vit, nous, sont tellement complètement différentes de ce que vivaient nos parents. Enfin, moi, je sais, les miens, ils avaient genre, leur vie était toute tracée, quoi, hein. C'était la famille, le travail. Bah, il y avait, un rythme et un cadre duquel ils ne sortaient pas. Moi, je sais qu'en fait, ce cadre-là, le mien, il est complètement différent. Donc on est dans une forme de perte de repères, c'est-à-dire que les vieux modèles sur lesquels on se basait, aujourd'hui, ils tiennent plus, clairement. C'est pour ça qu'on est en perte de repères, parce qu'en fait, quand on regarde notre arbre généalogique, on se dit: «Bah, comment il fonctionnait aujourd'hui?» C'est plus possible, quoi. Donc répondre à la question, de quel est mon chemin de vie, là, déjà, on ne peut pas répondre pour quelqu'un, mais en même temps, on voit que c'est un ancien système qui a tendance à vouloir regarder, papa et maman et dire, «Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais choisir dans ma vie?» Ouais, Et pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas dans un alignement. Mais je comprends ce questionnement, hein, mais vraiment, parce que moi, je me le suis posé, et puis ça m'arrive encore de me le poser, hein, parce que je vérifie toujours si la voie dans laquelle je me suis engagé a bien du sens, c'est-à-dire si ça nourrit des valeurs. Et je pense que c'est plutôt dans cette direction-là qu'on peut trouver, vraiment qu'est-ce qui peut nous correspondre. Je pense ouais. que, voilà, selon moi, je suis pas sûr que quelqu'un puisse vraiment nous dire: «Voilà, c'est ça ta voie». C'est important, moi, je pense, dans cette période où, en fait, on est en perte de repères, c'est-à-dire on a besoin de récupérer le père en soi, une forme d'autorité, une forme de sagesse, de discernement, et cetera, d'alignement, de perception, de perspective de notre futur. Donc récupérer ce père en soi, ça revient à se poser des questions et se dire: «OK, quelle que soit la forme de l'expérience, en fait, c'est quoi qui me fait vibrer, quoi?» D'accord. Tu vois? C'est vraiment ce que je pense. Pour moi, les valeurs sont importantes, et si on se met davantage au diapason de ces valeurs-là,
alors dans ce cas-là, la vie, elle va nous apporter des expériences qui peuvent tout à fait nous surprendre. Parce que si Ouais. on cherche d'un point de vue mental, en fait, notre mental, il va se baser sur sa banque de données. Sa banque de données, c'est tout le vécu. Donc lui, il va faire une espèce de synthèse et puis il va créer une projection dans le futur. Et donc on reste dans quelque chose de mental, pas dans quelque chose qui est magnétique et qui va Ouais. vraiment activer la loi d'attraction sur un plan différent. Par Donc rapport pour à moi, des obstacles qu'il a déjà pu rencontrer, la peur de réitérer la difficulté. J'aimerais qu'on exactement. s'arrête un instant sur cette histoire de Oui. valeurs. Ce sont les valeurs qui nous sont propres, donc qui ne sont pas forcément celles de monsieur et madame tout le monde, ou est-ce que c'est des valeurs universelles ou spirituelles qu'il faut interroger à ce moment-là? Bah, je pense que c'est un peu tout ça en même temps. Elles sont à la fois universelles, elles sont à la fois spirituelles, puisque déjà, qu'est-ce qui n'est pas spirituel entre nous? Non, mais j'ai On envie est de te des dire êtres. spirituellement acceptable, tu vois? Il y a un peu, cette idée-là derrière cette question. Hmm. Tu vois? Dans ce qu'on peut couramment, lire ou voir ou des valeurs qui ressortent régulièrement quand on parle, de personnes, d'êtres spirituels, quoi. Ouais, Entre ouais. d'énormes guillemets, hein, bien entendu. Eh oui. Non, mais elle est intéressante cette question parce que justement, je pense que on est en train d'avancer et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Amélie. On est en train d'avancer, je pense, dans quelque chose qui est d'une certaine manière véritablement spirituel. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, il y a une différence pour moi entre être spirituel et être spiritualiste. Et je Mmh. pense qu'il y a un truc chez moi qui a switché là depuis quelques mois. Et je crois que en cherchant de moins en moins à être spirituel, j'ai l'impression de l'être de plus en plus, parce que je suis de plus en plus à l'aise dans mes baskets. Tu vois, alors qu'avant, j'avais comme une vision de la spiritualité. Et pour être spirituel, il faut être comme ça, il faut Ouais. penser comme ça, il faut agir comme ça, il faut pas faire ça, il faut pas. Et là, en fait, on rentre dans une forme de dogme. Et je pense que c'est pas la voie, parce que dans un dogme, il y a des limites, il y a un enfermement, et je crois qu'on est beaucoup plus grand que ça, quoi. Et l'air qui s'ouvre à nous et dans lequel on a un pied, hein, sérieusement, c'est potentiellement un air spirituel où justement ces valeurs universelles, eh bien, comment dire, on a besoin de se les approprier et de les définir chacun pour soi, qu'elles paraissent spirituellement correctes ou pas, quoi. Tu vois? Donc il y a une différence entre spiritualiste et spirituel. Le spiritualisme, c'est presque un peu, ça reprend un peu des dogmes religieux, c'est-à-dire si tu fais ça, tu es dans le spirituel, si tu fais ça, t'es pas dedans. Je suis pas d'accord du tout avec cette idée. Je crois que la spiritualité, c'est quelque chose de très personnel, de très intime, et si on pouvait définir une liste de valeurs, on va dire, hein, qui soit de 200 ou 300, ou je sais pas combien il pourrait y avoir, forcément qu'elle parlerait à tous, mais ce serait pas forcément au même niveau pour chacun, quoi. On est 7 milliards et quelques d'individus, donc il y a 7 milliards et quelques de possibilités de vivre la spiritualité, parce qu'à un certain niveau, au niveau de l'âme, ce qu'on vit ici sont des expériences, et donc on est comme un esprit incarné, quoi. Donc je vois pas ce qu'il y a de pas spirituel. Effectivement, il peut y avoir des choses qui sont horribles dans l'acte de l'homme, dans plein de choses, mais je pense que c'est potentiellement pour éclairer un grand nombre et se dire, OK, ça, c'est pas dans le cœur, c'est pas dans ma lumière, c'est pas dans mes valeurs. Donc finalement, merci de me l'avoir montré parce que maintenant, moi, je vais dépenser ma conscience sur un autre aspect qui est plus lumineux, quoi. Je comprends. Donc toi, tu t'enlèves cette pression que tu as pu avoir. Je l'ai eu aussi, hein, pendant très longtemps. Peut-être que j'ai encore des miettes, de ça, hein, quand je prends certaines décisions dans ma vie. Une fois qu'on a ouvert, cette boîte de Pandore, il est sûr que notre vision, la vision qu'on porte sur le monde justement pour reprendre, l'objet de ton livre, elle change complètement. Donc forcément, les choix qu'on va faire vont être colorés de ces valeurs-là. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, quand tu prends une décision au-delà de ce oui ou ce non qui semble te traverser, tu te réalignes à l'être humain que tu es avant de penser à est-ce que c'est quelque chose d'élevé, est-ce que c'est une grande mission, tu te fies à quoi? Alors, ça aussi, c'est un truc que ce sont des questions que je me pose plus. C'est-à-dire que je me pose pas la question à savoir si je suis aligné ou pas, en fait. Parce Ouais, que là, on repart dans un truc qui est mental, en fait. Parce que je suis aligné, oui, mais à quoi? À des idées que j'ai reçues. Est-ce que ces idées, elles n'étaient pas justement dans une forme de spiritualisme? Tu ouais, vois? Donc, en fait, il y a des trucs que, d'un point de vue mental, je veux plus alimenter. Parce qu'il y a des principes d'égrégore, hein, tu vois. Si je pense à ça, je me regreffe là-dessus et l'égrégore va nourrir mes pensées. Donc ça, c'est mort.
Enfin, c'est mort. Disons que je décide de ne plus valider ce système-là, ce qui est différent, parce que moi aussi, j'ai des miettes. Hein. J'ai beau avoir le verbe haut, j'ai aussi mes failles, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai en ligne de mire. Donc, je ne me pose pas ces questions, je me demande juste comment je le ressens, en fait. Tu vois, d'abord, ça passe par le corps. Parce que pour moi, le corps est doté d'une intelligence absolument incroyable, quoi, hein, qu'on pointe du doigt d'ailleurs de plus en plus. Ouais. Donc pour moi, le ressenti, c'est important. Si je me branche là-dessus et que du coup, j'ai décidé en amont que je n'allais pas valider tous ces questionnements, le mental, il est en train de dire, OK, dans ce registre-là, j'interviens moins qu'avant parce qu'on me laisse moins de place. Et donc, c'est le ressenti qui prend davantage de place. Donc, j'écoute beaucoup mon ressenti. J'essaie d'éviter les questions qui vont alimenter le doute. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de doute. Tu vois, des fois, tu sais, il y a cette phrase qui dit « tremble mais avance ». Des fois, je me dis « ok, je fais ce choix-là ». Effectivement, je n'ai aucune notion. J'ai l'impression que ça va quand même changer beaucoup les facteurs de l'équation. Mais en même temps, la vie me le met sur ma route. Et puis, je sens bien qu'il y a un espace, parce qu'en fait, on peut les reconnaître quand on a une peur, un doute. Moi, je le reconnais dans le ressenti, presque je pourrais lui donner du poids et une texture, tu sais, et même un goût, éventuellement une forme. Parce que quand on s'habitue à ressentir ça, on ressent en fait l'élan du oui, qui est quelque chose d'assez solaire finalement chez moi. Et puis le doute, c'est comme une espèce de boule un peu lourde, un petit peu ferme, un peu sombre aussi. Tu vois, c'est des images assez parlantes. Et je me dis, bon, quand je me branche là-dessus, en fait, tout de suite, il y a l'évidence. Et puis juste après, il y a une part de doute qui vient. Attends, t'es sûr ? Ouais, là, Parce que quand même, ça va te demander de changer ça, etc. Donc le mental, il a besoin d'avoir sa place parce qu'il nous aide à structurer, à analyser. Mais si tu veux, en fait, des fois, je ressens que dans le raisonnement qui s'est mis en place, ce n'est pas un raisonnement qui cherche à faire au mieux pour analyser et structurer pour que je puisse avancer intelligemment là-dedans. Je sens que c'est un espèce de gloubi-boulga, de doute et de pensée négative. Et là, je me dis, attends, ça ne peut pas être ma lumière qui m'indique le chemin. Ce n'est pas ma lumière, c'est trop désordonné, ça part trop dans tous les sens, c'est trop fouillis, tu vois. Donc, je m'appuie vraiment sur cette évidence du oui. Et du coup, je me dis, bon, écoute, je suis pas tout seul dans ma vie. Et, tu vois, il y a quand même l'univers, il y a mon âme, etc., etc. Donc, si il y a ce oui, c'est que prendre cette direction, ça va forcément m'amener vers quelque chose que mon mental n'arrive potentiellement pas à concevoir, mais qui va m'amener à nourrir des valeurs. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, ça relève un peu d'une forme de foi, en quelque part. Mais tout à fait, complètement. il n'y a pas d'acquis dans la foi pour moi. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est challengé tout le temps. Mais du coup, apprendre à reconnaître un peu ces deux énergies, ça aide. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Comment on les reconnaît concrètement? Comment ça se manifeste dans ton corps? Quand tu dis c'est un oui, c'est un non, il y a une espèce de boule. C'est comment que est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois? Comment ça se passe? Non, pour moi, c'est un ressenti. En fait, il y en a deux qui sont distincts. Alors bon, il faut savoir que le ressenti, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, ça fait un moment que je pratique. Bon, il faut savoir que je suis quelqu'un de très têtu. C'est pour ça que la notion d'ouverture d'esprit m'intéresse tant, parce qu'il y a besoin d'apporter de l'espace là-dedans. Mais si tu veux, quand j'étais enfant et que je posais une question et que j'avais l'impression qu'on ne me répondait pas, je sentais bien pourtant que c'était moi qui avais raison. Dans la perception, il y avait quelqu'un qui n'avait pas perçu ce que je voulais dire. Et en fait, alors c'est pas têtu, c'est juste le sentiment d'injustice derrière une voix qui n'est pas entendue et qui est peut-être la bonne. Oui, mais je suis bélier, j'ai quand même des côtés un peu têtus. Mais je veux dire, j'aurais pu te sauver et toi tu t'enfonces. Bon, c'est pas grave, continue. Non, mais c'est. Non, je plaisante. Tu vois, ce n'est pas connoté. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je suis têtu. Tu vois, je le dis ouvertement, ouais. je pourrais me cacher en disant je suis parfait. Non, mais en fait, je suis bien loin d'être parfait, je suis têtu. Mais c'est vrai que ça s'appuie sur quelque chose à l'intérieur qui a tendance à me dire mais non, c'est vrai. Même si on te dit que c'est pas vrai, écoute comment ça résonne. Pour toi, ça vibre en fait, tu vois. Donc voilà, du coup, je suis habitué à être mon référentiel à moi, vu que j'ai grandi dans un environnement qui ne me renvoyait pas quelque chose qui sonnait juste, tu vois, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que maintenant, cette corde, quand elle vibre, c'est pour ça que je parle de la musique quantique du oui, tu vois, c'est juste pour des petits clins d'œil, mais pour moi, c'est cette corde, si elle vibre, c'est que c'est juste, même si tout le monde me dit, mais non, Jocelyn, tu te trompes, à partir du moment où ça vibre, je ne peux que me baser sur cette évidence.
Et donc forcément, le doute, il va s'installer parce qu'il y a quelque chose en moi qui pourrait valider l'histoire de la peur que quelqu'un projette sur moi, quoi. Mm. C'est pour ça que la connaissance de soi, c'est important. Donc moi, j'expérimente d'être le plus possible aligné au diapason de cette corde, tu vois, de cette lumière, de cette espèce de guide intérieur. Et puis je me dis, si ça dit oui, eh ben, tout ce qui va venir derrière et qui va créer un gloubi-boulga, une forme de nuage un peu gris, ce sont des histoires que je décide de ne plus valider, quoi. Je D'accord. veux, moi, valider le plus possible ma foi, le fait que la vie me porte, le fait que, voilà, il y a peut-être des challenges, mais la vie, elle ne me veut pas du mal, et forcément, si je prends cette direction, ça va apporter quelque chose. C'est Mm. ça que je veux valider. Donc, c'est aussi un peu un état d'esprit que j'ai renforcé, quoi. Tout à Et c'est fait. là qu'on pourrait dire, voilà, je suis un peu têtu. Parce que je me dis, décidément, en quelque part, ça a été validé tellement de fois que maintenant, c'est ça, c'est sûr et certain, quoi. Tu as été convaincu. Exactement. Mm. Ben, tu l'expliques, hein, l'importance de se fier à soi-même parce que c'est très humain de demander à des amis, à ses parents, à ses frères et sœurs, à des gens qui ont éventuellement vécu la même expérience. Je pense qu'on a tous besoin de validation. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont un besoin plus ou moins fort, plus ou moins marqué, mais tout de même, le regard de l'autre, ça peut être booster et ça peut aussi nous empêcher parfois de réaliser certaines actions. Tu nous dis les réponses sont propres à chacun. Personne d'autre que soi ne peut savoir ce qui est véritablement bon pour soi-même. C'est-à-dire Mais que oui. quand tu es face à un tournant de ta vie, à un choix important et marquant, c'est ça dont tu nous parles, c'est de se recentrer en soi, de voir comment ça vibre. C'est la seule indication à suivre ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, moi, la première indication, c'est comment ça dit oui, comment ça vibre. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est de le valider. Et puis moi, j'aime bien, j'en parle peu dans le livre, mais c'est vrai que j'ai une approche un peu, j'évoque un peu la notion de physique quantique, j'évoque un peu les anges, tu vois, l'intuition, mais j'en parle très peu dans le dernier chapitre, parce que c'est probablement un aspect que je développerai dans un autre ouvrage. Je voulais d'abord poser du concret pour assurer, et ensuite donner potentiellement davantage de clés, parce que pour moi, clairement, on n'est pas tout seul. Tu vois, je suis sûr qu'on n'est pas tout seul. Donc, des fois, quand j'ai des doutes, enfin, quand je me dis, je ne sais pas comment je vais faire, et puis, parce que des fois, on peut se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment un oui, ou est-ce que c'est mon ego qui a pris une espèce de porte de derrière le magasin pour Ouais, faire croire que finalement c'était un oui? Tu vois, parce qu'on a ouais. un ego qui est super malin, quoi. Ah bah, de toute façon, il n'y a qu'à se faire les cartes, hein. En général, quand on tire son jeu pour soi, on Oui, va voilà. trouver comment dire, des réponses, qui sont pas forcément celles qui sont indiquées brutes si on l'avait fait pour quelqu'un d'autre. On Mais trouve oui, des échappatoires, des interprétations qui sont pas forcément les ben plus oui, chouettes. On les met à notre sauce parce qu'on a tous envie de vivre un truc chouette, en fait. Donc, mais oui, oui. c'est tout à fait humain. Oui, donc moi je pars du principe qu'on est accompagné. Donc si tu veux, vu que pour moi, en fait, l'extérieur, il peut répondre à nos injonctions. C'est-à-dire que la loi d'attraction, en fait, elle fonctionne tout le temps, quoi. Pour moi, l'extérieur, enfin, le cadre dans lequel on vit, les acteurs qu'il y a, ce qu'on vit, c'est quelque chose qui répond à notre demande. Mais cette demande, elle est principalement inconsciente, tu vois. Donc pour moi, l'extérieur, c'est l'inconscient. Donc c'est forcément une part de moi. Mais c'est dans notre inconscient, il y a potentiellement notre âme, il y a potentiellement l'univers, etc., etc. Parce que l'inconscient, finalement, c'est large, c'est tout ce dont on n'a pas conscience. Donc, pour moi, quand j'ai des doutes, eh ben, je vais demander à la vie de me donner des signes, tu vois, des synchronicités, je sais pas, de me donner des informations dans les rêves, voilà, pour rassurer un peu un espace, quoi. Tout à fait. Donc, je pars du principe que vraiment, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça, parce que vraiment, on n'est pas tout seul. Et donc, on peut en parler à des amis, on peut en parler à la famille, puisque on n'est pas, il faut pas se couper de ça. Enfin, je ne le crois pas, hein. Mais il faut voir comment ça résonne quand ils vont nous dire quelque chose. Est-ce que eux, c'est à partir d'un espace de peur qu'ils vont nous renvoyer un scénario qui pourrait perturber cet équilibre? Voilà, mais quand même en parler à notre entourage et puis ne pas oublier que dans cet invisible, en fait, il y a toute une grande intelligence qui est là pour nous accompagner en quelque part. Donc demander des réponses dans les rêves, dans les intuitions, dans les livres, dans les événements, dans les mots qu'on va entendre à la radio, dans une chanson, dans les transports en commun, dans la rue. Parce que des fois, c'est vraiment
On se pose une question, on a un sujet, et puis on n'a pas forcément de réponse, ce qui fait que finalement on laisse tomber, il y a la tête qui dit, enfin bon, c'est comme si on passait un peu à autre chose, et puis on va passer dans la rue, et 3 fois dans la même journée, on va avoir des mots qui vont ressortir, et en fait c'est comme si c'était une réponse à la question qu'on se posait, à la confirmation qu'on demandait, quoi. Donc ouais, je crois qu'il y a plein de moyens d'interagir avec l'invisible, et puis surtout de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, et moi je crois vraiment que la vie, elle nous veut que du bon, quoi, que notre évolution. Tu vois. Et pourtant, dans ma vie, j'ai vécu des trucs qui n'étaient pas drôles, quoi, hein, vraiment. Dans ma famille, des tentatives de suicide, des choses voilà, fortes, quoi. Et qui peut perturber, mais aujourd'hui, je suis convaincu que ça a été quelque chose de pas évident à vivre pour que ça m'aide à sortir d'une forme de carcan pour m'aider à voir les choses de façon plus large, moins colorée, moins négativement. Voilà, donc pour moi, on est accompagné, et si on a des doutes, on peut vraiment demander à être rassuré, à être guidé, etc., etc. Et donc changer de vie, par exemple, changer de voie professionnelle, on peut avoir le oui. Eh bien, dans ce cas-là, on ne serait pas surpris que dans les jours ou les semaines à venir, en fait, on rentre en contact avec quelqu'un qui fait de l'accompagnement de transition de voie professionnelle, par exemple. Et ça peut être aussi une forme de confirmation. Ok, j'avais envie de changer de travail, eh ben, c'est marrant que je vous rencontre et que vous soyez dans cette voie professionnelle, parce que c'est un petit peu ce qu'il y a dans l'air chez moi, justement. Donc ça peut prendre plein de formes, hein. Mais des formes concrètes. Moi, j'aime bien quand les formes, elles sont concrètes. Parce que la plume de l'ange, c'est chouette, mais des fois, c'est un petit peu la surinterprétation. Parce que moi, il y a plein d'oiseaux dans mon jardin. Et Ah bah on en tous les parlait matins. ouais, pas plus tard que hier, je crois, avec Damien. Il y avait une conférence sur les Oui. signes et les synchronicités. On parlait de l'exemple de la plume de pigeon, justement, qu'on pouvait voir d'une manière ou d'une autre, selon ce qu'on a envie d'y voir parfois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, pendant que tu parlais, je cherchais dans ton livre, parce que je vois un commentaire de Billy Peace qui dit reconnaître son ombre. Et tu y dédies toute une partie que j'ai trouvée vraiment extrêmement intéressante. Tu m'as refait voir l'ombre, tu m'as remis de la lumière sur la notion de l'ombre. Voilà. Donc, je veux bien que tu nous expliques ta conception de l'ombre. Je la trouve assez formidable. Et encore une fois, pas déculpabilisante pour être déculpabilisante ou bisounours ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est une nouvelle grille de lecture. Oui, oui, ben alors c'est pas de moi, hein, cette façon de voir les choses, hein, soyons très clairs. C'est validé par mes expériences, mais c'est un peu les pontes de la psychologie, enfin les grands noms. Pour moi, sont vraiment des trésors qui ont été donnés à l'humanité, hein, parce que après leur mort, des décennies après, on parle encore des choses qu'ils ont mis en lumière. Donc pour moi, les ombres, pour moi, en fait, c'est un peu comme si on vivait dans un monde d'ombres, d'une certaine manière. Alors peut-être qu'avant d'aller dans cet espace, je vais revenir au début. Tu vois, dans ces élans spontanés de notre essence psychique, qui n'ont pas été validés par l'extérieur, en quelque part. Donc, Ouais. mais ils existent toujours. Tu vois, ils n'ont pas disparu, ils ne sont pas transmutés, ils sont passés dans le subconscient. Parce Et que ça c'est n'a pas... notre essence, notre être véritable qui n'est pas, oui, dénué de Oui, jugement. oui, oui, c'est pas dans le jugement, mais en fait, quand on est né, on est arrivé dans une famille. Je reprends juste ça pour bien comprendre, Ouais. parce qu'en fait, les ombres, ça découle complètement de ça. Ah, mais quand On on a... a compris, je trouve ça hyper éclairant. Je te laisse poursuivre. Ouais. Donc, on arrive dans une famille. Notre plus grande peur, c'est d'être abandonné. Alors, tu vois, si on ne parle pas de la peur de la mort, si quand je suis enfant, un nouveau-né, que je suis abandonné, parce que bon, il faut savoir quand même que dans notre inconscient collectif, il y a des périodes où en fait, s'il y avait un enfant de trop, il avait un sort qui était des fois, voilà, un petit peu hard, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on pouvait le vendre, on pouvait tout simplement le mettre à la poubelle ou le tuer, bon, parce que la famille n'avait pas de moyens pour s'occuper de lui, ou alors il fallait pas que ce soit vu par les parents. Enfin bon, il y a plein d'histoires qui se greffent là-dessus. Donc effectivement, si un nouveau-né il est abandonné, n'étant pas autonome, il va mourir. Donc pour ne pas être abandonné, il faut que je corresponde au mieux à l'extérieur. Donc si à plusieurs reprises, quand j'ai cet élan-là, mon père et ma mère ne le valident pas d'une certaine manière, je vais changer de stratégie. Et paf, je suis en train de faire passer en fait des facettes de ma lumière en quelque part sous le seuil d'un espace de censure qui ne valide plus le fait que ce soit mis à jour d'une certaine manière.
Et comme ça, en fait, on va développer plein de facettes. Mais sauf que les élans qui n'ont pas été validés, ils sont toujours là. Et comme pour moi, en fait, si tu veux, la totalité, la complétude est déjà là, quoi. C'est-à-dire qu'on a conscience de certaines choses, mais plus on va prendre conscience que l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur et des parts de nous qui n'ont pas été validées, et ben, plus ça va nous aider à nous valider nous-mêmes. Donc il y a un exemple qui est fabuleux, c'est dans les couples, par exemple. En fait, dans les couples, souvent, on voit qu'il y a une forme de complémentarité. D'ailleurs, le couple, c'est un petit peu, on pourrait reprendre la notion du Tao, tu vois, en médecine chinoise, le yin et le yang, c'est vraiment des énergies qui sont complémentaires. Donc, il est rare qu'on se mette en couple avec une personne qui est très exactement comme nous, parce que sinon, il y aurait presque un peu de friction, quoi. Il y a besoin d'une personne qui va être le reflet des parts de nous, alors peut-être pas la totalité, mais des parts de nous qui n'ont pas été validées d'une certaine manière. Comme ça nous permet de les vivre, mais au travers de l'autre. Donc pour moi, le monde extérieur, c'est clairement notre espace inconscient et subconscient. C'est-à-dire quand on pointe du doigt l'extérieur et qu'on dit oh là là, lui je l'aime pas, j'aime pas son comportement, ben vous pouvez, si on fait preuve d'un petit peu de bonne foi, parce qu'il y a besoin de bonne foi hein, pour aller voir dans ces espaces, hein, c'est pas toujours évident, mais si on est honnête avec nous, on peut reconnaître qu'en fait, ce qu'on a pointé chez l'autre, qu'on n'aime pas, finalement, c'est quelque chose qu'on a aussi en nous. Et pareil pour les choses qu'on va apprécier chez quelqu'un, se dire wow, qu'est-ce qu'elle est lumineuse cette Amélie, tu vois, etc., etc. Forcément, si ça nous touche, si ça fait vibrer cette corde, c'est bien que la corde existe, tu vois. Donc l'extérieur, pour moi, il nous permet tout simplement de mieux comprendre comment, en fait, qui on est, ou ce que l'on est, d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'ai étayé le point à la hauteur de ce que tu voulais, mais c'est vrai que c'est un chapitre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. D'accord. Et parler d'un livre et écrire le livre, c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes mots qui sortent. C'est tout à fait différent, ouais. Complètement. Mais je trouve que, tu vois, ce regard-là, il est... Parce que de dire, bon, bah, c'est qui tu es, puis tu as juste envie de le cacher parce que tu en as honte, et voilà, et puis c'est pas cool, et puis c'est pas... c'est vraiment pas sympa. Voilà, c'est un peu vite expédié, et puis on n'a pas trop envie de s'y plonger. Mais quand on comprend que c'est une partie de nous qui n'a pas accepté certaines choses parce que sociétalement, on a peur de ne pas être validé, je trouve que déjà, on a plus envie de s'y mettre, quoi. Bah oui, c'est ça. Finalement, Et moi, ce que je trouve hyper... Alors, le truc que je trouve chouette dans ce qu'on appelle le développement personnel, alors moi, j'aime bien utiliser le mot épanouissement personnel. Parce que épanouir, je sais pas, ça me fait penser à une fleur qui, tu vois, qui s'ouvre, qui retrouve sa verticalité, qui tend vers le soleil et qui, d'une certaine manière, est fière d'être la fleur qu'elle est, quoi. Donc, moi, ce que je trouve génial dans la façon de comprendre qu'en fait, l'autre ne fait que nous renvoyer en miroir ce dont on a conscience ou pas conscience de nous, eh bien, ça permet d'être moins dans le jugement de l'autre. Parce que des fois, on a des jugements qui sont hyper cassants, hein, tu vois, genre, bon, lui, c'est un con, lui, c'est, etc. Donc, on peut très bien ne pas tisser un lien avec cette personne, parce que décidément, le relationnel n'est pas évident. Mais du coup, on se dit, OK, lui aussi, il a ses défis, il a ses challenges, il a son histoire, je ne connais pas tout. Donc, la façon dont on a interagi sur le moment, bah, finalement, je suis moins dans une forme de jugement sévère. Je me dis, moi aussi, j'ai mes trucs et potentiellement que dans cette expérience, ça vient pointer un espace en moi que peut-être j'ai besoin d'accueillir, tu vois, de voir, d'accepter d'une certaine manière. Donc moi, cette notion de développement personnel, donc de connaissance de soi, ça m'a permis pas d'aliéner tous les jugements, parce que si tu me voyais en voiture, je trouve que tout le monde conduit mal, j'estime qu'il y en a qui auraient dû respecter le stop. Mais tu vois, je m'en veux pas d'avoir ces comportements. En fait, je rigole juste après. Je me dis, tu vois, il y a encore ces élans. Mais je trouve ça génial de pouvoir me dire, voilà, maintenant, il y a quelque chose de moins grave si les interactions, elles se passent pas très, très bien, parce que j'ai conscience qu'il a son parcours, moi j'ai le mien, on est absolument loin d'être parfait. Et finalement, d'une certaine manière, qu'est-ce que cette interaction me permet de comprendre sur moi, quoi. Est-ce que tu voudrais l'effacer, cette part de toi? Laquelle? Cette part somme toute humaine, bah, des fois de pas être content au volant, de râler de temps en temps, Bah, tu sais quoi? Non, je pense pas, parce que en fait, ça me fait rire. Là, c'est ça. Ce qui est au volant, parce que vraiment, c'est au volant que je sens qu'il y a encore des vieux trucs qui traînent.
Apparemment, c'est Mais en très fait, juste révélateur après, de notre personnalité. Moi, j'ai pas le permis encore, mais souvent c'est on dit vrai. que la manière dont on conduit et on se comporte en voiture est assez révélateur de qui on est. Ben, dans la symbolique, tu sais, la voiture, c'est un petit peu notre façon d'avancer dans la vie, Mm. tu vois. Bon, on pourrait aller chercher loin. Mais non, je j'ai pas envie de l'annihiler, cette part de moi, parce qu'elle me fait encore rire. Et puis, je pense qu'elle a le droit d'être là, parce que de toute façon, l'annihiler, pour moi, ce serait pas possible de la transmuter complètement. Donc, ça voudrait dire que je la refoulerais complètement, et que donc, il y a un moment, de toute façon, tôt ou tard, il y a un mécanisme qui est au-delà de ma dimension mentale, qui fera qu'elle va sortir. Donc, j'accepte davantage de les mettre à jour, de les vivre, et puis voilà. Et du coup, étant donné que j'accepte ces différentes facettes de moi de plus en plus, alors je ne suis pas en train de dire que je suis arrivé où que ce soit, mais quand même, il y a quelque chose qui est moins dans le jugement, qui accepte plus, et ben, vu que c'est plus accepté, il y a un jugement qui est moins fort, et potentiellement, ça vient moins souvent par grosses vagues. Mm. Parce que quand c'est là, j'accepte de faire avec, et puis en fonction du contexte, eh ben, soit je le ravale et puis je le dis après, soit dans le contexte, eh ben, je fais en sorte de commencer à faire accepter finalement mon environnement, mon entourage, que ben, maintenant il y a un Jocelyn qui s'exprime davantage parce que c'est aligné à sa vérité. Mais après, ça relève d'une forme d'intelligence émotionnelle, hein, c'est-à-dire finalement, j'ai besoin de le dire, comment je vais le dire, est-ce que je le dis maintenant, est-ce que je le distille un peu ou... Mais il y a plus une interdiction de dire ou de vivre ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est clairement pathologique, c'est pas sain. Et renier une part de soi, c'est pas signe d'équilibre, quoi, pour moi. Hein. Oui, il y a des parts d'ombre qui sont peut-être acceptables aussi, tant que c'est pas handicapant. Oui, 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 il y a des pardons. Il y a des pardons qui sont acceptables. Bon, je peux me baser que sur mon référentiel. Moi, je pense elles ont toutes besoin d'être acceptées de toute façon. Mm. Parce que sinon, on pose du déni dessus, donc on fait style qu'on le voit pas, mais c'est toujours présent, et en fait, ça pointe le bout de son nez dans différents contextes, et c'est toujours un peu dans l'air, toujours un peu dans l'énergie, dans la vibration, ça contribue toujours à colorer un peu. Alors que lorsqu'on les vit, hop là, c'est comme si on avait déchargé l'émotion, et en quelque part, on se rend disponible pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vienne occuper cet espace. Sinon, dans cet espace, il y a des choses qu'on retient, et puis il y a encore des choses qu'on retient, et finalement, c'est que du vieux qui est dans ce truc, et qui vient contribuer à affecter notre perception de la réalité. Alors que si on se dit, OK, je suis comme ça, donc je le vis, c'est une charge, c'est de l'émotion qui vient, paf, je la laisse être, donc elle se décharge, et donc l'espace n'est plus encombré, il y a quelque chose d'autre qui peut venir. Et pour moi, on est dans une forme de fluidité énergétique, et puis on est voilà, bien dans ses baskets, on est moins dans le jugement, et donc c'est une voie qui nous permet d'avancer et de reconnaître davantage nos valeurs. Parce que si on refoule ces espaces-là, qu'on se dit, OK, c'est pas possible que ça voit le jour, ça veut dire en quelque part qu'il y a des valeurs qui nous sont propres, sur lesquelles on pose du déni. Mm. Donc c'est normal si on a ce type de comportement et qu'on les entretient, qu'on aille voir Pierre, Paul ou Jacques et qu'on dise, bon, mais quelle est ma mission de vie? Tu vois, pour moi, un chemin de vie ou une mission de vie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et moins on va s'interdire ces élans spontanés, plus on va accepter d'être tout ça, eh ben, plus en fait l'évidence du oui va nous guider vers ce qui a du sens pour nous, quoi. Mais si Mm. on entretient ces mécanismes de refoulement, bah forcément qu'on a besoin d'un extérieur pour nous dire bon, je sais pas, je suis perdu, je sais pas qui je suis, je sais pas vraiment ce que j'aime, je sais pas comment m'aimer, je sais pas ce que c'est mon chemin de vie, etc., etc. Alors, comment tu fais pour être dans la pleine acceptation de qui tu es véritablement? Parce que ce travail, il peut être effectué que si tu vas vraiment chercher au fond et que tu dis, OK, j'accepte que c'est comme ça, mais je le regarde brut et tel que c'est. Avec l'ego qui va, du coup, aller regarder ailleurs s'il y est, quoi. Et c'est pas forcément facile. J'ai l'impression que c'est même l'étape la plus complexe. Ben, alors je ne saurais pas dire comment je fais. Je pense juste que à l'âge que j'ai, donc 26, hein, Oui, on oui, est on bien est bien d'accord. d'accord. Hein. On est bien Mm. d'accord. Non, mais c'est-à-dire à l'âge que j'ai, je peux quand même faire un.
Parce que ces dernières années, j'ai fait quand même disons, un travail thérapeutique pour essayer de comprendre certaines choses. Mais ce que je peux voir aujourd'hui, si je fais un point sur toutes les expériences que j'ai vécues, je m'aperçois que c'est tous les moments où je me suis jugé, tous les moments où j'ai pas cru en moi, tous les moments où j'ai pas cru en mon intuition, tous les moments où en fait j'ai validé l'extérieur plutôt que moi, ça m'a toujours amené dans des espaces qui n'ont pas été vraiment favorables pour mon épanouissement sur le moment. D'accord. Tu vois. Donc, à partir du moment où je peux poser ce postulat-là, ça vient encore renforcer l'idée que décidément, cette corde du oui, elle aura décidément toujours raison. Quel que soit le décor de la scène de théâtre dans lequel ça va m'amener, quoi. Tu dis épanouissement sur le moment. C'est-à-dire que tu vas pas forcément regarder la ligne d'arrivée et ce que ça pourrait donner. Ben non, parce que j'en sais rien, en fait. Ouais. Non, mais en ouvrant un champ des potentialités, admettons. Ben Voilà, justement, ça dépend dans quelle aventure on lance. Mais oui, mais plus tu ouvres le champ des potentialités, plus du coup les avenirs, les futurs, ils deviennent multiples. Tu vois. Donc c'est ça qui est fou. C'est pour ça que je me branche. Moi, ce qui est important, c'est les valeurs, vraiment. Parce que sinon, si je projette un scénario futur, je vais faire qu'avec ce que je peux imaginer, donc avec la bande de données de mon cerveau, de mon mental. Donc moi, je veux que ce soit mes valeurs et que ce soit la vie, en fait. Si tu veux, je pars du principe que la réalité qu'on vit, c'est notre volonté. Mais dans cette part de volonté, c'est très majoritairement inconscient, parce qu'on n'a pas conscience de toutes les pensées qu'on a, tu vois, de toutes les émotions qu'on ressent. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, et ça, c'est vraiment une clé. Le petit tips de Jocelyn. Le petit tips de Jocelyn, mais en fait, il n'est pas si petit que ça. Mais c'est juste que c'est sûr que si on le fait 2-3 jours, on va se dire, bon, c'est encore un truc de plus. Mais je vous invite vraiment à méditer dessus, mais surtout à le pratiquer. Parce que vous allez voir que c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Pour moi, je pars du principe que l'univers, en quelque part, il a comme quelque chose de mécanique. Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus que ça. Mais je le vois comme ça. C'est juste pour scénariser et aider à comprendre. Et je pars du principe que mes pensées, elles contribuent à créer ma réalité. Donc, pour créer cette interface, je vois comme une forme de tableau blanc. Et quand j'ai des pensées, en fait, ça écrit des choses sur le tableau. Et donc, derrière, il y a cet univers avec des anges, des archanges, des trucs et des machins, sans que ce soit péjoratif, mais je veux dire, il y a comme une grande intelligence qui dit attention, tout le monde, il y a Jocelyn, il a fait une demande, il a eu des pensées. Donc, on va faire en sorte de amener cette réalité dans son quotidien. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu vois, c'est le principe. Voilà, donc, à partir du moment où j'ai des pensées, je me dis, et qu'elles créent ma réalité, je me dis, OK, alors attends, c'est quoi les pensées que j'ai là? C'est quoi le goût qu'elles ont? Est-ce qu'elles sont vraiment lumineuses? Est-ce que penser que je ne mérite pas, que j'y arriverai pas, que c'est pas pour moi, que j'ai une intuition qui me dit, voilà, fais des choses qui pourraient te faire du bien, et puis le doute qui intervient, je me dis, je décide aujourd'hui de ne plus valider ça, ces ombres. Donc, si j'ai une pensée qui dit je ne mérite pas, tu n'y arriveras pas, ça va être trop dur, tu n'as pas l'âge ou je ne sais pas quoi, je me dis ok, la pensée, elle se met sur le tableau blanc. Donc, j'efface. Tout de suite, j'efface. Je dis univers, pause. Je ne valide pas ça, donc petite pause. Mais ce qui est intéressant, c'est que si j'efface une information, l'idée, c'est qu'est-ce que je vais demander à la place. Et là, c'est pour ça que je trouve intéressant cet exercice. Parce que déjà, ça nous responsabilise. Effectivement, si mes pensées, elles contribuent à créer ma réalité, alors je vais faire en sorte d'avoir des pensées qui sont en lien avec mes valeurs. Donc, c'est là que ça nous amène à prendre en quelque part un petit temps avec nous, une feuille de papier, éventuellement des bons copains, hein, notre ange, etc., pour voir, en fait, quand je vis ça, est-ce que je kiffe? Et quand je kiffe, excuse-moi quand je kiffe, en fait, c'est quoi qui est touché, quoi, tu vois? Donc peut-être c'est le fait de me sentir au milieu des gens, de sentir vraiment une cohésion, d'avoir l'impression que, voilà, de donner à manger aux gens, par exemple, de faire des bons plats pour les gens, ben, c'est un truc qui fait que je kiffe. Donc ce kiff-là, en fait, quelle valeur ça vient toucher, quoi? Ben, j'ai envie de partager, tu vois? Donc peut-être qu'il y a différentes façons de partager. Ce sont des exemples très, très simples. Mais voilà, l'idée, c'est ça, la connaissance de soi. Pour moi, ça nous amène à une forme de discernement. Vu qu'on sait comment, on comprend de plus en plus comment ça fonctionne, tout ça,
Du coup, ça veut dire qu'on a une forme de vision méta, en quelque part. Ouais. Donc, on a du discernement sur les mécanismes. À partir du moment où on se dit, OK, dans les pensées que j'ai, derrière, il y a des croyances. Et mes croyances, elles contribuent à activer l'univers qui crée ma réalité. Donc, je vais visualiser ce tableau blanc et être, en quelque part, présent à ce que je vis, à ce qui se passe un peu dans ma tête, dans mon énergie. Et dès lors que je vois qu'il y a une pensée qui dit t'y arriveras pas, t'es nul, etc. Ton père, ta mère avait raison de penser ça, ou ton patron, il a raison de penser que. Moi, ça peut pas être notre lumière qui parle comme ça, t'imagines bien. Enfin, moi, je trouve ça tout à fait inconcevable. Tout à Donc, fait. c'est pas pour tomber dans une forme d'orgueil, attention, ce Ouais. qu'on pourrait se dire, mais c'est tomber face à une réelle honnêteté envers soi. Mm. C'est-à-dire, je mérite pas, si, je mérite autant que les autres. Donc ça peut pas être mon âme qui me dit, tu mérites pas de prendre une voie qui te correspond. Ça ne peut pas être notre âme. Donc Mm. j'efface, et puis une feuille, un papier, alors ok, c'est quoi que je veux? Quelles sont les valeurs? Et quand j'ai les pensées, j'efface et je réécris la phrase en disant, voilà, moi ce que je veux vivre, c'est du kiff, c'est être avec ma famille, c'est ressentir le partage, c'est je sais pas, me ressentir la fluidité, la facilité, quel que soit le décor que tu vas m'apporter, univers, montre-moi des signes et des synchronicités qui me permettent vraiment que le mental il comprenne que c'est bien par là, mais que cette expérience me permette vraiment de me sentir à ma place parce que ça fait vibrer cette corde, quoi. Tout à fait. Mais alors, quand tu fais des choix, et parfois ils sont décisifs, et que tu n'es pas seul dans l'équation, on peut être en couple, avoir des enfants, avoir des collègues de boulot aussi qui peuvent être mêlés à cette décision-là. Du coup, est-ce qu'on vient pas un peu taper dans les valeurs des autres et est-ce qu'on doit du coup demander une espèce de réunion de valeurs ou est-ce qu'on fait ses choix en fonction de ses propres valeurs à soi, de manière. Bah, alors moi, je pense que la communication, c'est un pôle qui est super important. Donc effectivement, si ça implique d'autres personnes, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a envie de voir jour et tu te l'interdis parce que avant d'avoir créé l'espace de communication, tu te fais un scénario pour ne pas valider le fait d'entrer dans la communication, comme quoi ça va être mal pris et potentiellement ça va gêner les autres. En fait, on n'en sait rien, déjà d'une part. Avant de l'avoir fait, on n'en sait rien. Mais je pense que la communication, c'est quelque chose qui est super important. Donc, il faut pouvoir l'aborder avec son conjoint, avec sa conjointe ou avec ses collègues de travail. C'est super important. Et puis ensuite, de voir comment l'univers répond. Parce que pour moi, il y a vraiment une grande intelligence et il est tout à fait probable que le fait d'en parler en fait aux collègues de travail ou dans la famille, eh bien, finalement, ça permet de libérer le verbe et que les autres renvoient que, ah ben écoute, tu sais Amélie, alors ça me fait tellement du bien que tu abordes ce sujet-là parce que finalement, pour moi, c'était aussi un sujet et je n'osais pas l'aborder parce que j'avais l'impression que ça allait vous porter préjudice également et je ne savais pas comment vous alliez le prendre, etc., etc. Donc je pense que le pôle de la communication, c'est un pôle qui est absolument majeur et considérable Ouais, parce parce que tu vois, qu'on a c'est besoin ça. de verbaliser. Je trouve que dans les exemples qu'on peut lire, dans les choses qu'on peut entendre, c'est beaucoup centré sur la personne, sur soi. Tu vois? Ben Je trouve oui, qu'on n'inclut pas forcément l'autre là-dedans. Et parfois, on a des relations avec les autres qui sont quotidiennes, en fait. Rien que nos collègues de boulot, on passe 8 heures par jour avec eux. oui. Donc, forcément, on ne peut pas faire comme si on était tout seul, faire nos choix dans notre coin, juste par rapport à notre propre ressenti. Et parfois, nos décisions peuvent être décisives aussi et impactantes dans la vie de l'autre en face. Mais oui, mais oui, absolument. Mais ça n'empêche que ne pas le dire, Mmh. ce serait un frein majeur pour ne pas avancer dans cette direction. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas aligné sur nos valeurs. Donc, ouais, communiquer, c'est hyper important. Et ensuite, voir comment ça réagit par voie de conséquence. Soit ça résonne chez les autres et ils disent, bah, effectivement, moi aussi, et finalement, j'en suis un peu dans ce même état d'esprit que toi. Donc, comment on peut le faire évoluer éventuellement? Comment on peut trouver finalement un terrain dans lequel chacun va s'y retrouver, quoi. Mais c'est sûr que si on ne communique pas, qu'on réprime, ça devient potentiellement pathologique, hein. Tu sais que Mmh. en kinésiologie, moi au cabinet, ce que je vois, c'est que les personnes qui ont développé des maladies ou des troubles physiques, c'est parce qu'il y a des choses
qui n'ont pas été dites. Ce sont des élans, en fait, alignés à nos valeurs, qui ne sont pas du tout validés. Et souvent, on ne franchit pas le pas de faire en sorte de les valider parce qu'on se crée tout un scénario à partir de nos histoires passées qu'on projette sur la possibilité du scénario qui pourrait intervenir si jamais on franchissait le pas, quoi. Donc, communiquer, c'est super important. Et puis, partons du principe que les choses sont forcément bien faites et que peut-être que si mon positionnement induit chez les autres un mouvement aussi, une prise de décision, peut-être que finalement, toi, dans l'équation, tu es en quelque part l'activateur de cette mise en mouvement de leur part parce qu'ils n'osaient pas le faire, tu vois. En fait, on n'en sait rien, c'est ça le truc. Ouais, on sait pas forcément l'impact qu'on a chez les autres. Oui. On Donc, le découvre a posteriori même. Ouais. Par contre, ce qu'on sait, c'est l'impact que ça peut avoir sur nous et notre bien-être. Parce que si tu fait. continues dans cette voie-là, alors que ça ne te parle plus, tu vas avoir de moins en moins goût à y aller. Potentiellement que la communication, elle va devenir de plus en plus compliquée, la relation va devenir plus basée sur des frictions, quelque chose de beaucoup moins fluide. Et donc, potentiellement, par voie de conséquence, de toute façon, ça pourrait se déliter. Donc, on n'en sait rien. Donc, c'est pour ça que c'est important, mais ce n'est pas égoïste, mais de partir du principe qu'on est toujours le centre de chacune des expériences qu'on vit. Et donc, c'est super important de pouvoir dire et exprimer les choses qu'on ressent et faire en sorte de valider celles qui ont de la valeur pour nous, quoi. Tout à fait. Alors, je vais te soumettre quelques questions du chat, si tu es d'accord, Jocelyn. Oui. Claire te demande, est-ce possible d'avoir constamment des pensées lumineuses en soi? Moi, je n'y arrive pas. Ah, mais c'est pas ce que je dis. Alors, est-ce possible? Moi, je dirais oui, parce que je pense que tout est possible. Mais de un, j'y suis pas. Et de deux, Attends, la question, est-ce possible d'avoir constamment des pensées lumineuses en soi? Donc la réponse est oui, si je devais répondre comme ça. Et donc Claire, vous dites, moi, je n'y arrive pas. Ben, je vous réponds, je n'y arrive pas non plus. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas forcément d'atteindre un état, enfin, d'arriver à la destination où on n'a que des pensées lumineuses. C'est de prendre conscience que déjà, quand on devient présent à soi, avec une forme de vigilance, bon, je ne sais pas si c'est exactement le bon mot, mais une forme de vigilance à se dire, OK, quelles sont les pensées là que j'ai en ce moment? Eh ben, c'est déjà un énorme cadeau parce qu'on se dit, effectivement, là, je ne m'étais pas aperçu que je pensais des trucs qui vont pas aider à améliorer mon quotidien en termes de ressentir le je kiffe ou le oui, quoi. Donc, ce qui est un point d'arrivée, je ne suis pas la personne pour le dire. En tout cas, on a le discernement nécessaire. Et puis, il y a ce petit exercice du tableau, qui est cette pensée, je ne la veux pas, pause, j'efface, et voilà ce que je veux, quoi. Tout à fait. Sous elle, j'adore cuisiner, faire plaisir. Je ressens un plaisir narcissique à voir l'autre goûter et apprécier ce que j'ai créé. Est-ce que cette pensée narcissique abîme ma lumineuse intention de générosité? Ben non, parce que enfin, j'ai l'impression qu'on parle du kiff total, là, non? Ouais, on est C'est quoi ton d'accord. ressenti, Amélie? Ah Pour moi, bah ce oui. sou, là, vous êtes dans un kiff, vous voyez? Donc, en fait, elle est intéressante, cette remarque, question, parce que c'en est pas vraiment une. En fait, on sent bien qu'elle est connectée à ce kiff. Mais on sent encore la dimension mentale qui est en train de poser l'éventualité de poser du doute, quoi. Mais non, pour moi, Soussou, vous êtes dans le kiff total, donc c'est génial. Ressentir un plaisir narcissique à voir l'autre goûter, à apprécier ce que j'ai créé, bah, moi, je vous encourage à continuer. C'est génial, quoi. Ah mais ça, c'est le problème du mental, hein, qui vient analyser quelque chose, qui se dit: «Attends, est-ce que ça veut dire que du coup, par extension, en fait, je pensais faire plaisir, mais c'est mon ego qui est satisfait?» Enfin, Oui. tu vois, on peut tirer le fil assez facilement de ce genre d'affirmation, ouais. Oui. À part que là, quand on l'a lu la première fois, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui était hyper léger, quoi, d'une certaine manière. Donc, c'est du kiff, hein. Mais de toute façon, elle avait déjà la réponse à la question, hein, ça c'est clair. Après, Oui, narcissique, on peut le virer, quoi, parce que bon, là, le petit mot narcissique, c'était un espace qui valide pas encore complètement le fait de pouvoir kiffer à 100%, quoi. Bah, te dit qu'en tout cas, c'est le kiff total. Donc, continue à cuisiner. Et puis, si jamais tu ouvres un resto, hein, tu peux nous contacter, Jocelyn et moi. Exactement. Ce sera avec plaisir. Sans aucun problème. Alors, Miss
Miss Ipsa, à chaque fois la pauvre, enfin le pauvre, parce que c'est un homme, je n'arrive pas à prononcer son pseudo. Miss Ipsa, tu me dis si c'est OK. A-t-on des actions concrètes à mener, Jocelyn? Pas seulement un état d'esprit, pensée, yoga, etc. Ouais, mais des actions concrètes à mener pour aller où? Bah, vers soi, je pense que c'était la question de Miss Ipsa. Bah, des actions concrètes à mener, non, je pense que même potentiellement, il faut laisser tomber les actions. Peut-être qu'il faut laisser tomber les actions parce qu'en fait, cette question, elle dit vers qui je vais pouvoir me tourner pour que mon mental il trouve encore la possibilité d'alimenter un questionnement d'une certaine manière, pour venir valider le fait que là où je suis tout de suite, ça ne me convient pas. Tu vois, donc c'est là qu'il y a un peu un piège, en fait. Je pense que des actions à mener, je pense que le tips que je vous ai donné tout à l'heure, en fait, je ne pense pas, j'en suis convaincu. Je vous invite vraiment à le mettre en place dans votre quotidien, mais comme un jeu, hein, vraiment comme un enfant qui est à l'école ou qui joue avec sa sœur au prof, tu sais, quand qui Ouais, je joue vois. dans la chambre avec le tableau blanc et Ouais, au mais moi je faisais pire. professeur élève. Ouais, je lui faisais manger des céréales qui étaient périmées s'il avait des mauvaises réponses. Ouais. Oh, Ça, c'est ma pardon que je vous révèle en direct, les amis. J'étais horrible ok. avec mon petit frère. Pas sympa, les masques tombent, dis donc. Mais voilà, c'est vraiment l'histoire de rentrer dans un jeu, en fait. Déjà, le fait de rentrer dans un jeu, on quitte un espace de c'est grave, il faut, tu dois, quoi. Parce que Ouais. là, c'est pareil, il y a quelque chose qui est trop basé sur l'exigence. Et si c'est l'exigence, ça va être du travail sur soi. Si c'est du travail, ça va être laborieux, j'aurai potentiellement pas de résultats. Et si je m'engage, il faut que j'ai des résultats. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas léger, quoi. Donc, moi, je pense que s'il devait y avoir une action à mener et à expérimenter, c'est potentiellement se dire, OK, je vais au moins être vigilant des pensées que j'ai et voir par quoi je vais pouvoir les remplacer. Et là, ça nous engage dans une forme d'introspection qui est, je trouve, fort sympathique, hein, parce que ça va nous amener à pointer du doigt quelques croyances et puis potentiellement voir comment, de façon autonome, on va pouvoir les déconstruire. Et puis du coup, alimenter notre mental et puis même notre cerveau finalement dans une habitude de pensée qui va être plus alignée sur nos valeurs. Donc s'il y a des actions concrètes à mener, missi psa, ben moi c'est celle-ci que je suggère. Et puis après, ben forcément, je prêche pour ma paroisse, hein, mais des fois il y a des espaces qui sont pas évidents à déloger, à débloquer d'une certaine manière. Et donc, en kinésiologie intégrative, justement, on peut aider et débloquer amenuiser, retirer des stress au niveau de la neurologie pour faire en sorte qu'on ait un mental qui se réfère le moins possible sur des peurs archaïques, qu'on ait un émotionnel, qui soit moins refoulé, qu'on soit plus connecté à nos valeurs. Donc, les actions à mener, il y a l'histoire du tableau blanc, et puis il y a des aides extérieures qui peuvent vraiment nous aider à mettre tout ça à jour, quoi. Parce qu'encore une fois, on est accompagné par une grande intelligence. Cet univers, il met des outils à notre disposition qui sont juste énormes. Comme la kinésiologie intégrative, qui est un outil que j'adore et que je développe, je le rappelle. Claire, pas toujours évident de savoir si c'est l'ego ou un oui. Je viens de vivre une grosse déception. Et il est vrai que parfois, lorsque les émotions viennent se mêler à certaines circonstances, des émotions fortes, ça peut un peu dévier, biaiser notre regard sur la chose et on est moins à l'écoute de ce genre de signes. Oui, alors pas toujours évident de savoir si c'est l'ego ou un oui. Je viens de vivre une grosse déception. Ben oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'ego, c'est un gros malin, quoi, quand même, hein. C'est-à-dire qu'il peut des fois prendre la forme de ce qui pourrait nous sembler être quelque chose d'intuitif. C'est pour ça que tout relève d'une forme de nouvelle perception de la réalité, de nouvelles perceptions de soi et de nouvelles façons d'interagir avec son quotidien. Donc, plus on se dit, OK, je vais me mettre à l'écoute de mon intuition et de mon ressenti, plus la différence entre les deux va devenir distincte, puisque plus on arrive à les repérer,
plus on va aussi réussir à repérer, à goûter, à sentir, à voir, en fait, que c'est l'ego qui a mis une perruque et qui a voulu se faire passer pour l'intuition. Donc, c'est vraiment le fait de s'engager envers soi et de se dire, OK, je vais maintenant être vigilant de mes pensées, vérifier mes croyances, écouter mon ressenti, et puis voir comment ça vibre. En fait, je vais apprendre à jouer de ce nouvel instrument, en quelque part. Donc, c'est vrai que des fois, l'ego, il peut nous leurrer, mais plus on apprend à se caler sur son ressenti, plus on va comprendre en fait la différence qu'il y a entre notre ressenti et puis un ego qui a tendance à vouloir prendre la forme du ressenti. Tout ça, c'est juste une décision à prendre de s'engager dans cette voie, d'interagir avec notre quotidien, et tout ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Tout à fait. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Je te remercie, Jocelyn. Je pense que cette conférence aurait pu durer 5 heures parce qu'il y a tellement de thèmes, de sujets à aborder, ne serait-ce que dans ton livre. Mais en plus, si on commence à parler, alors là, on part, je pense qu'on est encore dans plusieurs jours. C'est vraiment passionnant. Je vous le recommande. Tu sais ce que je m'étais noté? Il y a un côté scientifique chez toi quand même. Hein. Ben, tu sais quoi? C'est-à-dire que je suis absolument persuadé que tout s'explique. Alors ça, mais ça, je ne sais pas. Mais on le sent. Je ne sais pas l'expliquer. Mais tu vois, quand je le dis, j'ai la chair de poule. Et j'en suis convaincu, quoi. Donc, si tout peut s'expliquer, moi, je ne cherche pas à tout expliquer. Attends, soyons bien clairs. Mais du coup, c'est juste que ça révèle qu'il y a du sens dans les choses qu'on vit. Et ça, c'est hyper important, je pense, de pouvoir se relier à la notion de sens. Donc, le ressenti, les intuitions, etc., etc. Mais le sens dans ce que je vis, est-ce que ça a toujours du sens? Et je suis convaincu que tout s'explique. Alors ça, mais je ne sais pas comment le dire. C'est juste un ressenti qui est très, très fort. Mais quand on regarde à l'extérieur, on voit qu'il y a des scientifiques un peu alternatifs, hein, c'est-à-dire qui ne dépendent pas forcément de subventions pour penser scientifiquement correct, mais qui nous apportent des voies potentiel de compréhension, en tout cas, de certains mécanismes. Donc, on voit que plus finalement on avance, plus on comprend des mécanismes qui sous-tendent notre réalité. C'est pour ça que l'inconscient, ça me plaît tellement, parce que je crois que c'est dans cet espace-là qu'il y a vraiment des clés de compréhension. Et donc, comprendre que dans ce qu'on vit, il y a des choses qui ont du sens, et comprendre surtout que ce sens-là, on peut vraiment faire en sorte qu'il s'aligne au plus juste de nos valeurs. Ça, c'est ma conviction la plus profonde, quoi. Oui, et ça transparaît complètement, hein, comme ce côté spitologue, j'allais dire psychologue, spirituel. Spitologue, intéressant. Voilà, c'est un nouveau mot, je l'ai inventé. Mais aussi, oui, physicien quantique. Hein. Franchement, écoutez, c'est extrêmement complet. Et ce que j'aime quand je lis un livre aussi qui traite de ces sujets-là, c'est qu'il y ait la patte de l'expérience de l'auteur, mais pas juste pour se raconter, vraiment pour nous accompagner, nous donner des clés, et que je sente aussi qu'il y a vraiment ce truc de « Ok, je suis passée au-dessus de telle et telle épreuve, j'ai vécu telle difficulté, je vais vous donner les clés, je vais éclairer les ombres pour que ça ne vous empêchera pas de les vivre, mais que vous les transcendiez de la meilleure des manières. » Donc, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu en refermant la dernière page de son livre, Jocelyn. Donc, je te remercie pour ça aussi. Le lien du livre de Jocelyn est sous la vidéo. Et puis, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Bah, déjà, je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier une nouvelle fois de ton invitation pour être déjà en ta compagnie, avec toutes les personnes qui ont suivi cette émission sur Rayonnance TV. Je voulais saluer peut-être une nouvelle fois, mais plus clairement, en fait, cette nouvelle énergie qu'il y a dans Rayonnance TV. Alors, je dis TV, c'est peut-être TV, en fait. Alors, moi-même, des fois, j'ai fait TV et des fois TV. Donc, tu vois, je ne vais pas te jeter la pierre. Rayonnance TV. Mais voilà, il y a un chouette logo, il y a des chouettes émissions, vous avez de belles énergies. Moi, je suis fan quand même de ce genre de choses. Et puis, tu vois, en termes de partage, c'est pareil, vous vous posez vraiment là pour essayer de faire en sorte d'ouvrir les esprits. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je salue. Et je voudrais aussi en profiter pour saluer tout le temps que vous y passez, parce que c'est vraiment un travail absolument colossal. Parce que c'est ce que c'est avec l'énergie positive média. Donc, j'ai dû lâcher un petit peu du lest parce que ça me prend trop de temps. Mais vraiment, je vous remercie pour ce que vous proposez, pour l'invitation. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes. Et donc,
comme mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire, autre que ce que j'ai répété peut-être 3 à 4 fois? C'est que, ouais, dans la vie, je suis convaincu qu'on peut, même si le théâtre extérieur semble dire le contraire, je suis convaincu qu'on peut vivre une vie qui a du sens, qui est plus facile, qui est plus fluide, et que les choses, elles peuvent changer. C'est-à-dire, on peut pointer à l'extérieur en disant, bon, mais ça, j'aime pas, mais j'ai l'impression que c'est une fatalité. Ben, je suis absolument convaincu que non. Et je peux relater aussi de pas mal d'expériences de personnes pour qui les choses ont changé. Donc, croyez en votre pouvoir de créer les choses, mais vraiment, croyez en vous, développons notre foi. Alors, je m'inclus, hein, croyons en nous, développons notre foi, et puis prenons conscience qu'on fait vraiment partie d'un grand tout, et que ce grand tout, même si on semble pas grand-chose, eh ben, ce petit reflète déjà tout ce grand tout. C'est vraiment un principe holographique. Donc, on a un pouvoir créateur qui est absolument considérable. Donc, appuyons-nous dessus, aidons-nous de nos anges gardiens. Alors moi, mon kiff, c'est vraiment les anges gardiens. J'adore les anges. Donc, les anges gardiens de notre intuition, des signes, des synchronicités. Voilà, croyons en nous, ayons foi, et puis avançons vers Terra, vers Terre 2, et vers cette version lumineuse de nous qui nous invite à laisser tomber quelques ombres, pour aller vers un monde qui est, à mon avis, plus, comment dire, en interaction, plus dans le respect des autres, parce qu'on peut se reconnaître dans l'autre, etc., etc. Donc moi, je crois que les perspectives à venir, elles sont vraiment très bonnes. C'est juste que c'est sûr que si on regarde la télé, ça paraît moins. Donc croyons en nous, ayons foi, renforçons notre lumière, continuez à suivre Rayonnance TV, et puis au plaisir aussi de vous accueillir sur Énergie Positive Média, mais également au cabinet à Montpellier. Je propose aussi des séances à distance. Voilà. Très Merci. bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Amélie. Et Merci merci à beaucoup, tous. Jocelyn. Ça me permet d'introduire, merci pour tes mots aussi. Ça me permet d'introduire l'invité surprise de demain dans un nouvel épisode de Comme à la maison. Et c'est rigolo parce que c'est aussi un animateur de chaîne, tout comme toi. Je pense que tu le connais bien. C'est Didier Santiago. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est un sacré personnage. C'est Voilà. pareil, il a une belle énergie, hein, parce que quand on est en émission avec lui, on a l'impression d'être chez lui. Il est fortement sympathique. Ouais. Alors, eh bien, mes salutations à Didier. J'avais le micro coupé, mais justement, Sidney va chez Didier Santiago, donc on sera vraiment comme chez lui. Ah ouais. Merci. Ah bah ton image était figée, donc je m'étais dit que tu avais peut-être Non, non, c'est éventuellement. moi qui bougeais plus, je crois. D'accord, ok. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve Merci. demain. Enfin, vous retrouverez Sidney et Didier Santiago, et puis le programme de la semaine prochaine suit. Bonne continuation, Jocelyn. Merci à toi. Merci, au revoir à tous, à bientôt.